Bah, il y a pas de jingle. À quoi ça sert les jingles? Vous êtes pas là pour entendre des jingles. Vous êtes là pour entendre parler vélo, entendre parler cyclisme à l'écoute du Coup Tordu. Le Coup Tordu, le podcast des passionnés pour les passionnés. Le Coup Tordu, des interviews et des previews. Le 251e épisode du Coup Tordu. Dans cet épisode, on va parler de la 3e étape de Paris-Nice, un contre-la-montre par équipe. Alors, notez que dans l'épisode précédent, dans le 250e épisode du Coup Tordu, épisode consacré au Strade Bianche, on vous avait donné, mais ça c'est facile, la victoire de Tadej Pogačar, le top 10 également de Lennert Van de Veldt. Vous retrouverez un autre épisode également, le 252e épisode du Coup Tordu, où vous aurez une preview et des pronostics pour la 2e étape de Tirreno Adriatico. Et notez qu'on va se retrouver deux fois par jour jusqu'à la fin de la semaine pour vivre à la fois Paris-Nice et à la fois Tirreno Adriatico. Enzo sera de passage dans le podcast. Notez que dans le 253e épisode et 254e épisode, vous retrouverez Boris, manager de Side Limit. Mercredi, pour les previews des étapes 4 et 5, vous retrouverez Petit Juju également, qui est littéralement le boss, le big boss de Side Limit. Enfin, en tout cas, au niveau des résultats, parce qu'il écrase littéralement toutes les ligues. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas un Side Limit, c'est un jeu de fantasy, de digital fantasy gaming, qui nous permet de détecter un petit peu les managers qui sont bons, ceux qui connaissent le vélo et qui à la fin finissent par se retrouver dans le Coup Tordu. Et lui, il connaît le vélo, bien évidemment, le plus passionné des passionnés qui est avec nous pour cette preview de la 3e étape de Paris-Nice. C'est Monsieur Latib, alias Thibaut. En forme, mon Thibaut? Très en forme, mon cher Vincent, ravi de te retrouver pour parler à la fois de Paris-Nice et puis de Tirreno, sur 2 étapes. Bon, il y en a une qui sera moins passionnante que l'autre, mais on va se régaler. On va se régaler. Alors moi, j'adore les contre-la-montre par équipe. Alors rapidement, Thibaut, on l'avait pas fait. On n'avait pas fait de grande preview pour présenter ce Paris-Nice. Voilà, en quelques mots, un petit peu le parcours et à quel endroit, selon toi, devrait jouer ce Paris-Nice 2025. Honnêtement, c'est un parcours qui est, ma foi, assez ouvert, on va dire. On a quand même des super armadas, on a des très beaux leaders aussi, et un parcours assez traditionnel de Paris-Nice, comparé par exemple à un Tirreno où ma foi, désolé Enzo, le parcours est nul à chier cette année. Là, Paris-Nice, on a de potentielles étapes de surprise. Déjà, dès l'amorce de l'arrivée dans dans l'Allier, on va avoir la Loge des Gardes qui sera déjà un bon point de repère, mais en vrai, l'étape qui va un peu faire juge de paix, c'est vraiment cette dernière étape, à mon sens, parce qu'on a quand même des grimpeurs qui peuvent se tenir sur les montées, que ce soit de la Loge des Gardes et d'Oron, et on sait que l'étape de Nice peut partir un peu dans tous les sens et tu peux renverser le classement général. Ouais, effectivement, ce qu'on a déjà vu par le passé sur Paris-Nice, avec notamment des coups de saut de puce. Donc là, le jeu d'équipe sera vraiment très important. On a vu une grosse chute, par exemple, aujourd'hui sur Paris-Nice. Il y a quelques équipes qui ont déjà perdu un coureur. Donc un gros leader qui se retrouverait, on va dire, isolé ou avec très peu de coéquipiers à la dernière étape. Tout Jonas Vingegaard qu'il serait, il serait une proie, par exemple, pour les UAE qui serait encore au complet. Mais enfin là, c'est un petit peu de la fiction. Thibaut, c'est de l'addition. En fait, ce parcours, c'est un peu de l'addition de temps que tu peux gagner. Tu vois, la Loge des Gardes au rond, c'est pas des montées où tu vas gagner énormément de temps. Déjà, dès demain, avec le chrono par équipe, on va avoir déjà une première idée de la hiérarchie et des équipes qui vont devoir peut-être en faire un peu plus que les autres. Et les autres être un peu plus que sur leur garde. Mais c'est vraiment, en fait, cette étape de Nice qui est une étape véritablement toboggan, où ça peut partir dans tous les sens. On peut avoir, on a vu des équipes et des super armadas, on va les citer, Levis Bike avec Matteo Jorgensen et évidemment Jonas Vingegaard. Et puis on a les UAE qui eux ont plusieurs leaders et plusieurs options tactiques sur cette étape finale de Nice où ils peuvent en fait bousculer les guêpes.
Ouais, totalement. Hein. Puis ça revient un petit peu aussi aux déclarations de Pavel Sivakov, par exemple. Hein. On sait qu'il aime bien attaquer de loin. Visiblement, du côté des UAE, on arrive avec Almeida en leader, et puis après, on aurait 2-3 leaders, dont Pavel, dont Brandon McNulty également, qui se retrouveraient un petit peu en deuxième rideau. Donc, c'est vraiment ce qui est hyper intéressant sur ce parcours de Paris-Nice, et notamment sur la deuxième étape, c'est que ça laisse véritablement des options tactiques, et pour nous laisser voir peut-être, voilà ce qu'on aime le plus dans le vélo, c'est des mecs qui retournent le classement général en attaquant de loin, un petit peu ce qu'avait fait Richard Carapaz et Sergio Higuita il y a quelques années. C'était, si je ne m'abuse, sur le Tour du Pays Basque. Je crois que c'était en 2022. Donc voilà, on pourrait peut-être avoir ce type d'étape, en tout cas du beau spectacle. Du beau spectacle également, donc ce mardi 11 mars, Thibaut, avec la troisième étape. C'est un contre-la-montre par équipe. Alors moi, j'adore les contre-la-montre par équipe, parce que pour les bookmakers, c'est un bordel à côté. C'est extrêmement compliqué et moi j'aime bien ça quand c'est compliqué pour eux. Donc voilà, contre la montre par équipe autour du circuit de Nevers-Manicourt, avec, j'ai envie de dire, un parcours quand même relativement casse-pattes. Je te disais, casse-pattes, oui et non, c'est quand même pas mal de faux plats montants qui sont quand même assez légers, et où en fait la puissance pure suffit, hein. C'est pas non plus des montées qui sont très sélectives. Et il y a vraiment que cette côte qui est proche de l'arrivée, avec 300 mètres à 10,5%, qui est vraiment difficile, mais c'est quand même pas mal de bons bouts droits. Le circuit de Manicourt, où ça va être des routes assez larges, mais bon, avec des faux plats d'Aled et du Château d'Eau. Donc quand t'as roulé sur un circuit, tu sais ce que ça donne. Et mais en vrai, c'est pas non plus un parcours qui est super dur dans l'absolu. Ouais, ça reste, si c'était un chrono individuel, on dirait c'est un parcours pour spécialistes. Un petit mot du règlement. Alors là, voilà, je vais demander à tous d'être attentifs, parce que c'est hyper important. On va avoir le règlement que l'on aura sur la première étape du Tour de France 2026 à Barcelone, et c'est un format qu'on avait déjà vu l'année dernière, ou il y a 2 ans, l'année dernière et il y a 2 ans sur Paris-Nice. Thibaut, donc tu vas rappeler un petit peu le règlement et ce qui diffère par rapport au contre-la-montre par équipe traditionnel. Alinéa 1, article 16 du règlement de Paris-Nice, le classement de l'étape contre-la-montre par équipe de Paris-Nice, évidemment, s'établit pour chacune des équipes sur le temps réalisé par le coureur ayant franchi la ligne en premier. Donc le temps sera pris sur le premier, non pas sur le quatrième, qui ouvre un éventail tactique pour les équipes, à savoir combien de coureurs vont servir en chair à canon. Est-ce que on sert son dernier coureur en mode catapulte, ou est-ce que on a un peu peur de ses capacités, on l'emmène le plus loin possible, c'est-à-dire jusqu'à la ligne d'arrivée, parce que on sait qu'il manquera peut-être un peu de puissance ou un peu de punch. Un petit mot de la météo également. Ça par contre, ça va être l'élément intéressant de ce chrono, parce que les premiers partants, c'est-à-dire les Tudors, partent à 14h30. Les derniers, ce sont les Soudal, qui vont partir à 15h54. Tu le vois, on a à peu près 1h30 de laps de temps. En cette heure et demie, le temps va changer, et va changer drastiquement. Alors, je parle évidemment pas de précipitation, mais de direction du vent. On va passer d'un vent pour les Tudors qui sera de sud à 3 km/h, c'est-à-dire quasiment inexistant, mais de sud, c'est-à-dire favorable, puisqu'il va être portant sur les bons bouts de ligne droite en faux plat montant vers Nevers. Il sera de dos. Puis plus on va avancer, plus il va venir de côté. Par exemple, pour les Vismalis de bike, il va augmenter à 5 km/h à peu près, et pour les Soudal, il sera de nord-ouest et à 8 km/h. Donc il va se renforcer en passant de 3 km/h à 8 km/h, et il va passer de dos à de face pour les derniers partants. Donc en fait, plus tu pars tôt, plus c'est un avantage. On va rappeler le coup que tu avais passé sur Thibaut, le contre-la-montre du Tour d'Espagne 2024. C'était cette année ou c'était l'année d'avant, je sais plus. Non, c'était le 2023. Ouais. 2023, pas l'année dernière. Ouais, 2023, la fameuse étape de Barcelone où il y avait de la pluie dans tous les sens. Tu avais été nous mettre un petit bet sur DSM. Oui, ce fut fort agréable. Une petite cote à 500.
Voilà, 500. Voilà, il s'est mis à pleuvoir dans tous les sens. Et Thibaut a pris la cote à 500. Alors, est-ce que malgré tout, tu penses que voilà, on part sur un vent légèrement favorable de 3 km/h pour terminer sur un vent défavorable de 8 km/h. On connaît un petit peu l'ordre. Ça donne quoi l'ordre des équipes en fait? L'ordre des équipes, honnêtement, on voit que dans la première moitié, les équipes de leaders du classement général vont partir en premier. Si tu veux des horaires assez spécifiques, je vais te les donner. Les premiers partants, c'est Tudor à 14h30. Après, on a les Djeko à 34. Toutes les équipes s'élancent de 4 minutes en 4 minutes. On aura les Décathlon 4 minutes après. Les Ineos Grenadiers, qui font figure de favoris à 14h42. On avance avec les Movistar, les Groupama, les UAE à 14h54. Les Lidl, les IF, les Visma à 15h06, pardon. Puis après, les Picnic, les Red Bull, les Cofidis, Inter, etc., jusqu'à dérouler aux Soudal qui partiront à 15h54. En l'espace d'une heure et demie, attention, le temps va changer drastiquement quand même. Et alors toi, tactiquement, alors c'est vrai que par exemple, quand on voit le parcours de la première étape du Tour de France 2026, on va terminer sur une petite bosse, sur une petite ascension du côté de Barcelone. Donc là, on sait que, je pense que la meilleure stratégie sera de propulser son leader et de le laisser terminer en jump, en bosse. Là, la meilleure tactique, c'est quoi? On a quand même un final qui est assez plat. Donc la meilleure tactique, c'est quand même d'essayer de rester un petit peu groupé au moins jusqu'aux 200-300 derniers mètres, quoi. Ouais, en plus, t'as un dernier virage à 400 mètres, t'as du pif-paf, et puis après cette montée finale, c'est relativement quand même assez en faux plat descendant, mais enfin, c'est du mal plat, c'est quand même assez léger, donc faut de la puissance, donc tu peux pas te permettre de te retrouver seul au sommet de cette bosse. Alors Thibaut, on va déjà faire un petit point. Alors il y a des équipes qui ont été vraiment impactées par la chute. Moi, il y a une équipe. Alors il y a une équipe, toi aussi, hein, c'est le cas. Il y a une équipe qu'on aime beaucoup, qui nous a fait gagner déjà. Alors déjà, je vais rappeler que jouer avec excès comporte des risques. Ça, vraiment, c'est très important. Vous avez des jeux de fantasy. Vous pouvez aussi chercher à savoir qui sera le vainqueur sans obligatoirement mettre de l'argent. Faire des pronostics ne veut pas obligatoirement dire faire des paris sportifs. Et si on fait des paris sportifs, vraiment, je compte sur vous à l'écoute du coup tordu. Ne faites pas de la merde, ne faites pas n'importe quoi. Tiens Thibaut, je vais juste faire une petite aparté. T'as vu cette biathlète là qui s'est fait traiter de tous les noms par des parieurs là? Pas du tout. Comment Lou Lou Jean Monod? Ouais, c'est ça, ouais. Elle a réagi sur ses réseaux sociaux, elle a fait une petite vanne d'ailleurs, c'était assez drôle. Donc voilà, donc il y a des parieurs qui l'ont trollé, hein, qui se sont mis dessus. Moi personnellement, c'est dans le vélo. C'est pas quelque chose que je vois régulièrement, c'est assez rarement. Et j'ai pas non plus, on a eu quelques coureurs également dans le podcast, dans le coup tordu. J'ai pas l'impression, on sait que il y a des tennisman qui peuvent souffrir de ça. D'ailleurs, tu l'avais vu le reportage à la télé où c'est Pierre-Hugues Herbert qui rencontre un de ses trolls? Ouais, j'ai vu. De toute façon, c'est comme dans la vraie vie, hein, quand t'as un mec qui te critique. Ça va souvent être derrière ton dos et en face, en général, les gens n'emmènent pas large. On a plus facilement une grande gueule sur les réseaux. Et une fois que tu te retrouves face à face, t'as tendance à jouer petit bras. Ah mais moi je vais aller plus loin. Moi je pense que les mecs qui te trollent, on va dire sur la longueur, c'est des fans. Mais vraiment, c'est la phrase de Howard Stern, hein, le plus célèbre animateur radio aux États-Unis. Il y a son directeur d'antenne qui lui disait tout le temps « Ceux qui t'aiment t'écoutent 15 minutes par jour, ceux qui te détestent t'écoutent 1h30 ». Et on voit donc ce reportage à la télé qui était passé, je crois, dans Envoyé spécial. On voit que le troll, donc il confronte un hater de Pierre-Hugues Herbert et il se rencontre. Et le mec était vraiment fan, en fait. Donc je pense que quand tu passes du temps comme ça sur quelqu'un, c'est vraiment que t'as une sorte d'amour, un peu haine, un peu bizarre. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est de l'affection. Donc là, on est dans un autre domaine. On est sur le truc des paris sportifs. Vraiment, je sais que voilà, pour 99,99% d'entre vous, la communauté vélo et encore plus les auditeurs du podcast Le Coup Tordu sont
des gens bien et qui se comportent bien, mais voilà, moi je veux pas voir un truc comme ça un jour dans le cyclisme ou de remontée d'un coureur cycliste. Alors évidemment on pourra pas le contrôler si ça part en vrille sur un Tour de France, bon voilà, mais en tout cas moi si je vois ça parmi ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux dans le coup tordu, quelqu'un qui aurait un coup d'humeur sur un coureur pour une histoire de paris sportif, moi c'est bloqué, hein. Ça dégage direct, et je vais même aller plus loin. Alors après peut-être que du côté des autorités, on a peut-être autre chose à foutre, mais je pense qu'il faudrait aussi, je sais pas de quelle manière, mais quelque part aussi légiférer là-dessus, parce qu'on peut pas harceler un sportif ou une sportive pour des résultats de paris sportifs. Et je vais même aller encore plus loin. Si vous avez envie que le sportif continue à faire de la merde, c'est aussi la meilleure manière. Donc voilà. Donc vraiment, je suis assez content que dans le vélo on soit pas confronté à ça. Mais là, je vois quand même le biathlon qui est censé être un sport quand même relativement sain. C'est voilà. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu le côté un petit peu dégueulasse de l'être humain et des paris sportifs. Donc voilà. Bien content qu'on soit. Surtout que dans le vélo, les coureurs souffrent déjà suffisamment de divers types d'accusations, et on l'a vu aujourd'hui dans Bistro Vélo avec Alexis Brunel qui s'exprimait sur sa célébration d'hier. Et il n'y avait pas besoin non plus d'avoir fait Sciences Po pour comprendre la signification de son chute à la Matej Moric. Mais pour le coup, moi j'ai envie de te dire, si moi je réagissais comme ces connards, ces connards de parieurs, je pense que j'aurais insulté tout le peloton au vu du nombre de 4e places que j'ai enchaîné. Ouais. Mais alors après là, au moment où quand t'avais ton Sobrero, quand tu l'avais pris top 3 à 100 sur un contre-la-montre et qui fait 4e à cause d'une voiture qui le ralentit dans le dernier virage et que ça joue à 1 seconde, là oui, là t'as envie de traiter le mec. Mais c'est différent, c'est pas pareil. Ou s'il y a un spectateur qui fait tomber un coureur, ou tu vois, quand le sportif est ralenti dans sa performance par un élément extérieur. Moi c'est pareil, il y avait une étape du Tour de France une fois où j'avais calculé que y avait des ronds-points en fait dans tous les sens. C'était le Tour de France du Covid, et à l'époque Sam Bennett il avait énormément de mal à se placer dans les ronds-points, dans les virages, et il y avait un rond-point à 400 mètres de la ligne et qui était sur le parcours, qui était sur la prévue du parcours, et moi j'avais calculé mon pronostic contre Sam Bennett en fonction de ça, et j'allume l'étape et là je vois Nicolas G à l'époque sur France 2 qui dit voilà, on a retiré le rond-point à 400 mètres de la ligne. Mais là les mecs, je les ai traités, d'ailleurs j'avais envie de les traiter. Donc là c'est juste, on te retire des éléments factuels qui viennent perturber ton analyse. Mais encore une fois, on peut s'en prendre à l'incompétence de quelqu'un qui est autour, ou un spectateur qui va faire n'importe quoi. Moi je pense que tu vois la nana qui avait fait chuter Roglic, ouais, non mais voilà. Ça c'est n'importe quoi. Bon après je pense que la pauvre elle a pris cher derrière, il y a pas non plus besoin d'en rajouter. Mais voilà, mais vraiment sur le sportif, sur le coureur en lui-même, pour moi c'est sacré, c'est pas touche. Voilà, vraiment, c'est au-dessus de tout. De toute façon, moi je pars d'un principe. Si je suis pas content, j'ai qu'à être à sa place, j'ai qu'à faire ce qu'il fait. Et force est de constater que lui est professionnel et moi pas, donc ça me remet très vite à ma place. Ah oui, non mais oui, mais totalement. Hein. C'est pour ça que voilà, il y a un mec qui a pas les jambes. Enfin, c'est ce qu'on dit tout le temps. On peut être critique sur des tactiques de course, de la part de directeurs sportifs, sur des sélections, sur du management. Ça on peut avoir un avis. Mais un mec, à un moment donné, il est pas bien, il a pas les jambes, on sait pas ce qui se passe dans sa vie à côté. Je pense qu'il y a aucun coureur, quand il sous-performe, il est content de sous-performer. Hein. Je pense qu'il y en a pas, je pense qu'il y en a pas un seul. Et puis, en soi, ça n'est que du sport. Et rien ne t'oblige à mettre de l'argent dessus. Voilà. Et c'est là où on peut faire la pub pour Side Limit. Tu peux aussi jouer en fantasy gaming. Exactement, voilà, un petit code de parrainage pour ceux qui veulent intégrer Side Limit. Coup tordu 0 avec le chiffre 0. On va revenir donc sur ce chrono, ce contre-la-montre de Paris-Nice. Alors toi, qu'est-ce qui te plaît, Thibaut, et quel est, on va y aller direct, hein, quel est ton... Ouais, non, c'est juste la question que j'allais te poser. Donc il y a des équipes qui ont perdu des coureurs. Est-ce que pour toi, c'est un véritable handicap de démarrer ce chrono à 6 et non à 7 ?
Ah ouais, et puis enfin il y a des équipes qui perdent des véritables machines de guerre, hein, et notamment les plus impactées, bah ça va être les Djeko Alula qui On est perdent d'accord. quand même un rouleur de classe comme Luke Durbridge. Ah ouais, dans toutes les perfs des Jayco, il était tout le temps là, lui. C'est vraiment un pion ultra important. Et puis on a les IF qui perdent Casper Asgreen, donc non, en vrai, il y a certaines équipes en plus qui étaient candidates à un podium demain, qui avaient plutôt un bon placement dans cet aspect météorologique et qui perdent des éléments et c'est fort dommageable pour elles. Donc ouais, non, c'est un handicap, hein, ce qui s'est passé au cours des 2 derniers jours avec les chutes. Totalement. On va rappeler que l'année dernière, d'ailleurs, sur Paris-Nice, sur le contre-la-montre par équipe, on avait rentré à la fois le top 2 et le top 3 de la Jayco justement et IF, et on avait une cote à 5 et à 6 et on avait fait un doublé podium. Alors Thibaut, on va y aller direct sur les pronostics. Alors qu'est-ce qui te plaît pour toi qui va remporter ce contre-la-montre? Alors ce qui me plaît le plus, c'est un match-up, honnêtement. Mais si je dois me prononcer sur un vainqueur, déjà on a une équipe qui part parmi les premières, qui part 4e, et quand tu vois les bêtes à rouler qu'il y a dans cette équipe, alors malgré la chute de Sam Watson qui visiblement a été un peu absent des derniers sprints, quand t'additionnes Joshua Tarling, Magnus Sheffield, Bob Newgirls qui a quand même de beaux petits restes, Simon Arensman et Tobias Foss, avec un bon Ben Swift, honnêtement, le collectif, il est littéralement 5 étoiles pour ce type de chrono. T'as parmi les meilleurs rouleurs du monde dans cette équipe. Un parcours qui leur correspond plutôt bien. Et puis, si tu compares après dans les simulateurs, par exemple, les conditions météorologiques, par exemple, des Ineos, que je cite par rapport à la Visma Lease Bike, je dis bien à watts équivalent, parce que on peut prendre les watts peuvent être différents, et il y a aussi l'aspect tactique qui peut changer, bref, donc faut pas non plus prendre ces simulations pour argent comptant, mais à watts équivalent, on est sur un différentiel de 6 secondes entre les deux équipes, malgré un faible écart entre elles au départ, qui est d'à peu près une trentaine de minutes. Oui, donc ça c'est vraiment des données intéressantes. Alors après moi je vais quand même mettre un bémol sur Ineos, et on le rappelle souvent quand on fait les pronostics sur les contre-la-montre par équipe, à la différence d'un contre-la-montre individuel. Alors ça je suis entièrement d'accord avec toi, mais quand on regarde effectivement la composition des Ineos, c'est vrai que ça fait flipper quoi. C'est la Champions League, c'est compliqué, tu rajoutes Pipo Ganna et Remco Evenepoel et t'as un truc qui est quasiment imbattable. Maintenant, le jeu du contre-la-montre, c'est plutôt de faire des relais, on va dire entre 600 et 800 mètres. C'est à peu près la moyenne. Alors après, évidemment, c'était un mec qui est très bon rouleur. Tu peux lui faire des boudrons un peu plus longs, forcément. Je pense qu'un Tarling, par exemple, sur ce contre-la-montre par équipe, va faire des relais plus longs, je pense, qu'un Ben Swift ou même un Bob Jungels, à qui il reste de bons restes. Je suis entièrement d'accord. Ou Samuel Watson, qui est tombé. Maintenant, c'est bien aussi d'avoir dans une équipe des sprinters, des poissons pilotes, des mecs rapides, parce que c'est un petit peu comme quand on passe des vitesses en voiture, faut avoir de la reprise et faut aussi avoir justement des mecs qui relancent l'allure au moment de ces relais, et c'est une machine un peu à huiler, et c'est pour ça que c'est aussi bien d'avoir souvent on voit des équipes de sprinters réussir à faire de très très belles performances dans les contre-la-montre par équipe, et c'est là où il y a des values à prendre. Donc Thibaut, toi, si tu avais un prono à donner, pour toi Ineos te paraît imbattable sur ce contre-la-montre par équipe? Pour moi, ils sont favoris. Là, par exemple, j'ouvre le book rêve, je les vois à 2,25. Si je devais les coter, je les coterais à 1,6. Ah ouais, d'accord. C'est marrant, moi, je suis pas. C'est vrai qu'en plus, et le différentiel que t'as entre Ineos et UAE. Minime. D'accord. Ok. C'est vraiment après que ça commence un petit peu à. C'est vers les Visma, c'est légèrement un peu avant les Visma que ça commence à bien tourner.
à être de côté. Pour les UAE, ils ont encore un peu de dos. Alors tu disais que l'équipe qui allait être le plus avantagée, c'était la Tudor de Julien Alaphilippe. On a un beau petit collectif. Après, j'allais dire, pour faire un truc, ça manque peut-être justement d'un gros rouleur dans l'équipe. Ouais. Bon. Mais c'est vrai que j'aimais bien aussi ce petit collectif. Alors après Ineos, quelle est pour toi la deuxième équipe qui viendrait derrière en fonction de tous les éléments que tu nous as donnés? En vrai, les Emiratis. Les Emiratis, pour moi, c'est l'équipe qui pointe en deuxième position. Quand tu regardes le collectif, honnêtement, ils ont pas à rougir de honte par rapport au Visma Lease Bike, et je trouve qu'ils ont un ascendant par rapport au Visma Lease Bike dont je ne comprends pas trop le fait que les bookmakers mettent les Visma devant les Emiratis. T'as beau avoir Affini, Campenard, Vingegaard a une classe, mais bon, est-ce que Hagenes, Lehman, Zingle, ça compense un peu le fait que les Emiratis ont une équipe qui est vraiment très homogène. McNulty, ça roule très bien, Almeida, ça roule très bien, Ivo Oliveira, on n'en parle pas. Tu l'as dit, Molano, c'est l'importance d'avoir un sprinter. Narvaez, c'est un peu dans le même genre. Il va rajouter du punch et du tonus dans les relances. On a Police qui est excellent rouleur, et Sivakov qui nous a aussi montré sa classe quand il était dans l'effort individuel. Donc, au niveau de l'homogénéité, cette équipe Emirati, elle envoie du pâté. Je suis d'accord avec toi parce que le contre-la-montre par équipe, c'est aussi une question d'homogénéité, et c'est peut-être l'équipe sur le papier la plus homogène. Moi, je vais rajouter un élément supplémentaire, Thibaut, à cette team UAE en plus, et je pense qu'il y a un élément supplémentaire que les autres équipes n'ont pas, et je pense qu'on vient aussi déjà commencer un petit peu à préparer le contre-la-montre par équipe de Barcelone 2026. On parle énormément d'IA au niveau des UAE, et pour moi, s'il y a un exercice sur lequel on peut tester l'intelligence artificielle et calibrer les mecs pour gérer ce type de chrono véritablement au cordeau, et avoir un logiciel qui te donne la tactique parfaite en fonction des watts, en fonction des données, en fonction de la forme que tu as des coureurs, s'ils peuvent réussir à faire un truc millimétré en estimant également le temps que peut faire un concurrent, notamment les Ineos, moi je pense que c'est aussi un outil. Alors peut-être que je fais de la science-fiction, peut-être que j'avance, peut-être que ce que je dis là, ça sera peut-être le cas dans 2, 3, 5 ans, mais c'est peut-être le cas au présent, aujourd'hui. Et pour moi, ça peut être véritablement le premier contre-la-montre par équipe de l'histoire remporté grâce à l'IA. Je délire ou Tu vas un peu loin pour moi. Ouais. Et moi je suis là-dessus. Moi ça sera mon prono, ça sera la victoire des UAE sur ce contre-la-montre par équipe. La cote à 8 pour les Emiratis. S'il y avait une autre équipe à aller chercher pour le podium, Thibaut, est-ce qu'il y a un troisième collectif qui te plaît? C'est là où ça devient prise de tête en fait. C'est vrai que sur le papier, il y a des choses, tu vois, tu te dis... je suis d'accord avec toi, parce que, tu vois, tu te dis même les UNOX, en fait, ça se travaille le contre-la-montre par équipe. Même les UNOX, ils l'ont bossé comme des dingues. En vrai, tu sais pas, les Astana, est-ce qu'ils vont le faire à donf en se disant qu'il y a 2-3 points UCI à aller récupérer dans l'histoire. Alors Guillaume Martin a dit que ça avait travaillé du côté de la Groupama FDJ, parce qu'on a quand même on n'en a pas parlé des Groupama, mais on a quand même Rémi Cavagna, Johan Jacob, Stephen Kung, qui sont des spécialistes du contre-la-montre par équipe. Gruel aussi, non, c'est un rouleur à la base. Il roule bien, maman, les Groupama. Ils partent quand même assez tôt, donc ça peut être intéressant, mais et les Décathlon, c'est pas mal aussi. Ouais, mais j'ai un effectif qui m'intrigue encore plus et qui me fait énormément d'œil. Suspense. C'est les Movistar.
Les Movistar. Et c'est vrai que les Movistar, alors en plus il me semble qu'ils ont fait un truc, non c'était pas, c'était quoi, ils en ont fait un il y a pas très longtemps. Ils en ont fait un il y a pas très longtemps, c'était sur le Tour de la Communauté de Valence il me semble. Ouais, exactement. Il y avait déjà Castrillo, ils avaient fait un très bon chrono. Bon, ils ont un peu pêché à cause de la météo, qui a un peu tourné et qui était à l'avantage des derniers partants. Mais ils ont fait un excellent chrono. Et c'est vrai que Castrillo, il avait un peu, bon, c'était plutôt dans les bosses, mais il avait un peu rincé ses équipiers. À la Movistar, c'était quasiment la même équipe en plus. Hein. Ouais. Quasi. Ouais, on est très proches. Donc, ils ont déjà un exercice sur lequel ils sont rodés. Et on peut le voir aussi assez régulièrement sur les publications de la Movistar. Et ça date de l'époque de Pachivila. C'est aussi une équipe où on travaille cet exercice. Il y a une culture du contre-la-montre par équipe du côté de la Movistar. Pourquoi? Parce que très souvent, la Vuelta, on sait que la Vuelta, c'est le tour à domicile pour la Movistar. La Vuelta débute très souvent par un contre-la-montre par équipe. Donc c'est un exercice qui est, j'ai envie de dire, quasi prioritaire. Tu parlais de 2023 avec la DSM, qui a failli les clims, c'était les Movistar. Oui, ça s'était joué à une petite seconde. Non, à 17 centièmes. À 17 centièmes, voilà. T'es ton pic à 500 sans rappel, Thibaut. Donc on va parler également d'un match-up, hein, dont tu viens de parler. Bon, alors moi ça sera mon deuxième pic pour ce contre-la-montre. Tiens, d'ailleurs, au niveau des règlements en France, vu que apparemment on rembourse un bet quand il y a quoi, quand il y a sur les match-up, quand il y a une des deux équipes qui est pas top 10, c'est ça, ou quand les deux sont pas top. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Mais après sur les contre-la-montre par équipe, ça va être un peu plus compliqué au vu du nombre d'équipes qu'il y a, quoi. Ah bah ouais, donc quoique elles sont 22 quand même. Ouais, donc bon, c'est pas non plus dinguissime. Donc voilà, donc ton match-up, donc tu l'as compris, c'est effectivement UAE qui est outsider contre la Visma. UAE a sur le book ref, c'est 2,75. Ouais, mais non. Dans l'absolu, c'était pas celui-là qui me plaisait. Ah d'accord, ok. Moi, c'est celui-ci qui me plaît. Moi, UAE, en plus, tu me dis qu'ils ont une meilleure météo, donc moi, ça sera mon deuxième pick, le match-up. À la base, j'étais parti sur le top 3 des UAE, mais le match-up contre les Visma, je le trouve un peu plus sécure. En plus, je vois la cote à 2,75, donc je pense que le top 3 des UAE sera à peu près aux alentours de 2,50, 2,75. Donc moi, je trouve que le match-up des UAE contre la Visma, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc ça sera les UAE devant la Visma. Alors c'est quel match-up qui te plaît, Thibaut? Moi, je pense que c'est un truc encore plus sécure que ça, parce que regarde les effectifs et regarde les heures de départ. On a d'abord les Diesel Trek qui partent dans les premiers, qui ont Mathias Kelmose, donc forcément c'est un chrono qu'ils vont aller faire à fond. Mais les Soudal Quick-Step, l'année dernière, ils font un bon chrono, mais ils font un bon chrono. Ok, ils ont Tim Merlier comme sprinter, ils ont un train de sprinters qui les intéresse, mais ils ont Remco Evenepoel, que là, cette année, ils sont sans leur super rouleur. Ils ont de très beaux rouleurs, ils ont une option potentielle au général, mais c'est pas le leader absolu, et puis ils partent avec les pires des conditions. Donc moi, quand je les ai vus outsider, les Lidl Trek face au Soudal à 2, moi ça me choque, et les voir encore outsider à 1,90, honnêtement, c'est pareil, je ne comprends absolument pas. Pour moi, c'est un match-up qui doit être totalement inversé, limite à l'avantage très net de Lidl Trek face au Soudal. Alors moi je vais mettre deux petits bémols, Thibaut. Deux petits bémols. Le premier, à moi de base, Soudal, avant que tu donnes les conditions météo, moi j'aimais aussi beaucoup l'homogénéité, le collectif, et ça pouvait être un top 3 potentiel. Alors l'élément météo n'est pas en leur faveur, donc ça dégage. Mais la Soudal, c'est aussi une équipe dans laquelle on a un bon, on va dire, on a une bonne culture du contre-la-montre par équipe. Maintenant, on disait il y a quelques minutes que ça pouvait être véritablement trop handicapant d'attaquer ce contre-la-montre à 6 et non à 7. Thibaut, est-ce qu'on a des nouvelles de Julien Bernard qui a terminé avant-dernier de l'étape à 7 minutes et qui, on sait, a pris la grosse gamelle à 60 km de l'arrivée? Moi, c'est ça qui me fait peur. Don't know. On peut aller...
si tu me laisses 2 petites minutes, on va même aller sur son Discord. Est-ce qu'il a laissé un petit message, tout simplement? C'est ça parce qu'en plus il me semble qu'il est arrivé en se tenant le poignet. Alors, déjà j'espère que ça va pour Julien Bernard, tout d'abord parce que c'est un mec qu'on aime beaucoup dans le coup tordu. On sait que c'est non seulement à la fois un bon coureur et aussi un bon mec. Donc je le connais pas personnellement, mais ça se voit que c'est un bon mec. Donc voilà, on espère qu'au niveau pas de la santé tout va mais bien. une entorse. On prend une décision demain matin. Ouais, alors pas de fracture mais une entorse. Tu sauras s'il prend le départ que demain matin, en fonction de comment il va, parce que bon, les radios pour le moment sont, on va dire, positives dans l'absolu, mais bon, enfin, faudra voir la douleur demain, quoi. Ouais. Alors après, connaissant le guerrier que c'est, moi, si j'avais une petite option à mettre, alors évidemment, je pense qu'il va pas se balader jusqu'à Nice avec son entorse, mais il est capable de prendre le départ, tu vois, essayer de faire ce qu'il peut pour le collectif, même si c'est sur 5, sur 8, sur 10 bornes, vraiment faire ce qu'il peut, et puis après peut-être mettre le clignotant et rentrer à la maison. Ça peut être aussi possible. Possible, mais dans tous les cas, moi, le collectif ira bien. Ils sont là quand même pour emmener Mathias Kelmose. Ils ont un train puissant. Je pense que Mats Pedersen a mis quand même un petit tour de vis hier avec sa déclaration. Donc il y a quand même de bons indicateurs. Et puis, enfin, moi, honnêtement, est-ce que cette Soudal va être séduisante pour Ilian Van Wilder? C'est le gros point d'interrogation, en fait. Alors moi avant de me prononcer, j'attendrai vraiment de l'officialisation du départ de Julien Bernard. Ça peut être un petit bémol si jamais du côté de la Lidl on part à 6 et non à 7. Donc juste avant d'attaquer l'épisode sur Tirreno, Thibaut, on va donc faire le récap des bêtes et des pronostics de cette 3e étape de Paris-Nice. Donc Thibaut, on t'écoute. Ouais, s'il y avait un bet, ce serait juste le match-up. Hein. Ouais. Le match-up Lidl contre Soudal, et puis sinon, allez, on va quand même oser un pronostic avec un top 3. Tu l'auras compris, Ineos devant les UAE. Et est-ce que je m'autorise ma traditionnelle folie, ou est-ce que je reste un peu dans les cordes et dans le rang? Allez, vas-y, je fais ma petite folie et j'essaye Movistar 3e. D'accord, le top 3 de la Movistar. Moi de mon côté, donc ça sera la victoire des UAE, la cote à 8, la BK c'est 0,05%, donc ça veut dire 5 € sur une bankroll à 10 000 €, 2,50 € sur une bankroll de 5 000 €. Et le match-up, ça sera donc les UAE devant la Visma Lease Bike. La cote c'est donc 2,75 sur le book ref. Voilà, je vous mettrai la cote que je pourrais prendre parce que je l'ai pas encore pris, donc voilà, ce sera peut-être 2,50, ce sera peut-être 2,80, voilà, donc je vous donne pour l'instant la cote du bookref et voilà, je vous confirmerai la cote un petit peu plus tard sur les réseaux sociaux en fonction de ce que j'ai pu prendre et de ce qui était disponible sur le marché à ma disposition. Et donc voilà, UAE devant Visma Lease Bike, la BK à 0,20% de bankroll, donc c'est 10 € sur une bankroll de 5 000 €, et c'est 20 € sur une bankroll de 10 000 €. Je vois qu'il y a des trucs qui ont bougé parce qu'on enregistre le podcast, je vois que ça bouge en même temps sur le bookref. Des fois j'ai l'impression, je me dis Thibaut, il y a peut-être des gens qui nous écoutent avant que l'épisode soit sorti, mais non, les cotations sont restées les mêmes. Non, ça a baissé. Les UAE contre... Non, moi je les ai encore à 2,75 sur le book. Ils sont à Non, mais la victoire elle a baissé à 6. Ah oui, j'avais vu... attends, je les avais pris, moi, où est-ce que je les ai eu à 8 Je les ai vus à 6 sur le book ref, mais je les ai pris à 8 quelque part sur un book FR. On enchaîne avec Tirreno ? On enchaîne avec Tirreno, mais bon, faut se dire là que dans l'ordre des choses, je pense que allez, si on doit pronostiquer un podium, la cote podium des Emiratis, à mon avis, elle va sortir en France à 1,85.
Bah disons que ouais, effectivement, si ça commence. Théoriquement, avec un each way, t'es à 2 avec une cote à 6. Mais en sachant que la cote forcément à 8 actuellement, elle va baisser à 6. Va y avoir quand même un calcul à côté. Et je suis même pas sûr qu'ils fassent un différentiel, qu'ils appliquent un TRJ à côté. Je pense honnêtement qu'ils vont être à 1,85. C'est pour ça que je préfère le match-up. Je préfère le match-up contre la Visma. Avec je comprends et honnêtement j'aime bien. Et donc voilà pour ce 251e épisode du Coup Tordu, la preview et les pronos de la 3e étape de Paris-Nice. Mais restez dans le coin, vous allez avoir un autre épisode qui va s'enchaîner, le 252e épisode du Coup Tordu, qui sera consacré à la preview et au pronostic de la 2e étape de Tirreno Adriatico 2025.